1988. Margaret Thatcher, première ministre du Royaume-Uni, est interviewée par la télévision britannique sur les liens qui unissent le pays avec les Khmers rouges cambodgiens, qui après la chute de leur régime en 1979, continuent le combat sous la forme d'une guérilla. Thatcher justifie l'aide logistique britannique apportée aux Khmers en avançant que certains de ses membres seraient raisonnables. There are probably two parts to the Khmer Rouge. Those who supported Pol Pot, and then there's a much more reasonable. En réalité, il s'agit d'une manière indirecte de combattre l'URSS, qui soutient le gouvernement officiel cambodgien par l'intermédiaire du Vietnam. En s'alliant de manière opportune et avec certaines grandes puissances, le mouvement des Khmers rouges a réussi à s'emparer du pouvoir en 1975 et a imposé à sa population l'un des régimes les plus violents de la seconde partie du XXe siècle, provoquant la mort d'un quart de ses habitants. Revenons donc sur l'histoire des Khmers rouges, de leur modeste guérilla à la mise en place d'un État totalitaire, et demandons-nous pourquoi ce régime fut aussi autodestructeur. Le Cambodge, situé en Asie du Sud-Est, est recouvert aux 2/3 de forêt tropicale, sur un terrain constitué majoritairement de plaines accidentées. Le territoire est délimité par quelques chaînes montagneuses, au sud-ouest et au nord. C'est surtout le système hydrographique particulier qui caractérise le pays. Le terme de Cambodge vient d'ailleurs du mot Kambuja, signifiant nez de l'eau en sanskrit. Le territoire est traversé par le fleuve Mekong, du nord au sud sur 500 km, qui pénètre ensuite au Vietnam avant de se jeter dans la mer de Chine. Au centre, le grand lac Tonlé Sap, qui rejoint le Mekong au niveau de Phnom Penh, la capitale du pays, et permet de réguler les crues du puissant fleuve. Le Cambodge est entouré de 3 pays, avec lesquels les relations sont historiquement complexes. La Thaïlande, au nord et à l'ouest, le Laos, au nord-est, et surtout le Vietnam à l'est. Le pays est constitué à 90% par le groupe ethnique des Khmers, dont les premières traces remontent au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, et qui a réussi, grâce à sa maîtrise de l'irrigation, à constituer un puissant royaume. L'Empire Khmer, né au IXe siècle, connaît son apogée au XIIe-XIIIe siècle, et s'étend sur le territoire de ses actuels voisins. La puissance de l'Empire repose sur la maîtrise de l'eau, permettant un rendement agricole élevé, et favorisant le commerce. Les richesses accumulées mènent à la construction de temples et palais fabuleux, sur tout le territoire, et dont le plus connu est Angkor Wat. L'Empire Khmer, miné par des luttes intestines, subit ensuite les incursions venues du Siam, entre en récession, avant l'abandon progressif de son centre urbain grandiose. Son territoire se trouve disputé, et souvent annexé, par les Siamois et les Vietnamiens, ce qui crée une méfiance profonde entre ces peuples. En 1845, les Khmers se rebellent contre les Vietnamiens. Un accord est trouvé, un roi couronné, mais qui se trouve vassal du Siam et du Vietnam. Le Cambodge retrouve une certaine stabilité. Pour éviter d'être à nouveau inquiété par ses dangereux voisins, le nouveau roi, Norodom Ier, sollicite la protection de la France, qui vient d'annexer la Cochinchine par la force, un an plus tôt. La colonisation se poursuit 20 ans plus tard avec l'expédition du Tonkin, qui subdivise le Vietnam en 2 protectorats. Le Vietnam, renommé l'Annam, et le Tonkin. C'est ensuite le Laos qui est intégré à ce que l'on nomme l'Union indo-chinoise. La France délaisse peu à peu le Cambodge, qui ne fournit pas assez de ressources à l'entreprise coloniale, et de nombreux Vietnamiens et Chinois s'installent sur son territoire. Des revues khmères apparaissent, critiquant français et vietnamiens, et appelant à la résistance. En pleine Seconde Guerre mondiale, le prince Sihanouk, descendant de Norodom, est placé à la tête du pays. Après l'occupation japonaise et une très courte phase d'indépendance, la France reprend la direction du protectorat cambodgien. La création de partis politiques est autorisée, et les élections de 1946 voient la victoire des démocrates, favorables à l'indépendance et à une réduction du pouvoir du roi Sihanouk, ce qui déplaît fortement à son Altesse. Parallèlement, le conflit avec le Vietnam se durcit,
et va impacter le voisin cambodgien. Suite à la proclamation de l'indépendance du pays par Ho Chi Minh et la création de la République démocratique du Vietnam en septembre 1945, les mouvements nationalistes et communistes vietnamiens, regroupés dans l'organisation dite du Viet Minh, usent d'une tactique de guérilla pour affronter les forces françaises. Un premier tournant a lieu en 1949, lorsque le parti communiste chinois de Mao Zedong prend le pouvoir en Chine et soutient alors le Viet Minh, en fournissant armes et matériel. La peur d'une montée du communisme en Asie du Sud-Est pousse les Américains à financer les forces françaises. Le conflit devient un enjeu de la guerre froide. Après la défaite de Dien Bien Phu, la France se retire d'Indochine suite aux accords de Genève du 22 juillet 1954. L'indépendance du Cambodge, du Laos et du Vietnam sont ratifiées. Le Vietnam est partagé en deux zones, au niveau du 17e parallèle. Au nord, la République démocratique du Vietnam, communiste, soutenue par la Chine et l'URSS. Au sud, l'État du Vietnam, soutenu par les États-Unis. En 1955, un référendum truqué au sud, avec l'aide des Américains, provoque la création de la République du Vietnam. Les Viet Minh du Sud prennent les armes. Le Front National de Libération du Sud-Vietnam se forme, plus connu sous le nom de Viet Cong. La guerre va monter en intensité, avec une augmentation constante des forces américaines sur place. Au Cambodge, le roi Sihanouk profite du marasme ambiant pour reprendre la main sur le pays. Il dissout l'Assemblée et décrète la loi martiale. À cette même époque, plusieurs jeunes Cambodgiens, issus de la petite bourgeoisie, étudient à Paris. L'un d'eux, Salotsar, futur Pol Pot, crée le cercle marxiste des étudiants khmers, après un passage en Yougoslavie, où l'idéologie communiste l'avait subjugué. Il fréquente le Parti communiste français et avec ses camarades, commence à réfléchir à la manière de prendre le pouvoir au Cambodge. Un noyau dur se forme autour de Salotsar. Ces étudiants deviendront les dirigeants du futur régime. Au Cambodge, en 1951, le premier parti communiste, le PRPK, vient d'être créé sous le contrôle du Parti communiste vietnamien. Preuve du contrôle total des Vietnamiens sur le parti, la direction se trouve à deux endroits, à Phnom Penh et Hanoï. Les étudiants cambodgiens reviennent de France en 1953 et rejoignent le Maquis, composé de communistes vietnamiens et de Khmer Issarak, qui luttent pour l'indépendance du Cambodge. Mais Sihanouk, de son côté, a négocié secrètement avec la France et obtenu la même année l'indépendance, qui sera ratifiée après les accords de Genève en 1954. Il devient un véritable héros. La fête nationale cambodgienne a d'ailleurs lieu le 9 novembre, date où la France a reconnu l'indépendance du pays. Une monarchie constitutionnelle est mise en place. Les communistes vietnamiens quittent le pays, considérant Sihanouk comme un allié. Les futurs Khmers rouges se sentent trahis, mais restent associés aux Viet Minh, qui leur apportent leur expérience en termes de guérilla et d'action clandestine. Sihanouk, quant à lui, écarte du pouvoir les combattants. La rupture du PRPK avec le nouveau régime est consommée, mais la prudence reste de mise. Sihanouk assoit son pouvoir en jouant de son charisme autoritaire, truquant les votes, tout en se présentant comme un pourfendeur de l'injustice et de la corruption. Il est le premier à employer le terme de Khmer rouge, désignant le Parti communiste, qui se présente aux élections de 1955. C'est une vitrine légale qui dissimule en réalité les activités clandestines. Salotsar, de son côté, avance masqué. Il devient professeur à Phnom Penh et est décrit comme un homme affable et courtois. La couverture est parfaite. Dans l'ombre, il se hisse à la tête de la cellule communiste de la capitale. En 1962, les étudiants parisiens sont élus au comité central de ce parti clandestin, qui s'affranchit des communistes vietnamiens. La voie pour se hisser au pouvoir est décidée à cette date. Ce sera celle de la violence révolutionnaire. Ils ne sont alors que quelques milliers. En 1963, Salotsar rejoint le Maquis, sous la protection de la guérilla vietnamienne, et commence à recruter des partisans. Il se rend dans les années suivantes plusieurs fois au Vietnam et en Chine, afin de s'assurer du soutien logistique de ses alliés communistes. Sihanouk surprend alors, en annonçant une rupture des relations diplomatiques avec les États-Unis, prétextant l'aide des Américains aux Khmers libres, autre mouvement de guérilla, anticommuniste et antimonarchiste. En se coupant de l'aide financière des Américains,
le Cambodge commence à sombrer dans la crise économique. Sihanouk se rapproche alors de la Chine et du Nord-Vietnam et permet, en 1965, à la guérilla nord-vietnamienne de s'établir au nord-est du Cambodge. Il apporte son soutien au ravitaillement Viet Cong par la piste Ho Chi Minh qui traverse le Cambodge. Désormais, le pays d'Angkor est plus que jamais impliqué dans la guerre du Vietnam. Inspiré par la Chine et sa révolution culturelle, le Parti communiste cambodgien change de nom et devient le Parti communiste du Kampuchéa, le PCK. Les troupes des Khmers rouges ne cessent de se renforcer pour plusieurs raisons. Dans les campagnes, les réserves de riz sont envoyées aux nouveaux alliés Viet Cong et la spéculation explose. Des abus de la part des militaires qui contrôlent les moissons provoquent des révoltes, réprimées brutalement par les troupes du général Lon Nol. Dans les villes, les coupes budgétaires liées à l'arrêt de l'aide américaine provoquent le mécontentement. En 1969, une campagne de bombardement massif sur le sol cambodgien est lancée par les Américains. Des milliers de paysans fuient et rejoignent les Khmers dans le maquis. Des manifestations anti-vietnamiennes éclatent, la population les considérant comme responsables de leur malheur. La situation échappe à Sihanouk, qui fait volte-face et tente de renouer avec les Américains. Mais il est trop tard. Alors qu'il est à Paris, pour des raisons médicales, le général Lon Nol, placé par Sihanouk à la tête du gouvernement pour sauver la situation, obtient sa déchéance. Pendant 5 ans, le Cambodge sombre dans la guerre civile. Sihanouk, conseillé par la Chine, crée un gouvernement provisoire, établi à Pékin. Il va contre toute attente s'associer à la guérilla Khmer Rouge pour faire tomber le gouvernement de Lon Nol. Il demande au peuple de rejoindre la guérilla révolutionnaire, qui prend le nom de Front Uni National du Kampuchéa. Toujours entouré d'une grande aura, Sihanouk offre aux guerrieros une apparence de respectabilité. Au même moment, 3 anciens dirigeants, disparus en 1967 et surnommés les 3 fantômes, réapparaissent. Ils donnent l'illusion de contrôler le PCK, crédibilisant un peu plus les Khmers rouges. Mais dans l'ombre, frère numéro 1, nom de code de Salotsar, et frère numéro 2, Nuon Chea, tirent les ficelles. Le frère numéro 3, Yang Sari, se dévoile, en collectant de son côté les fonds vietnamiens et chinois pour la direction du parti, qui se nomme secrètement l'Angkar, l'organisation, et dont personne ne connaît le réel fonctionnement, ni les réels chefs. Les exactions du régime de Lon Nol et l'intensification des bombardements américains poussent de nombreux paysans à rejoindre les Khmers rouges ou à se réfugier dans les bidonvilles de Phnom Penh. Les communistes cambodgiens, formés à Hanoï, reviennent au pays aux côtés de la guérilla. En 1971, le territoire est divisé par l'Angkar en plusieurs zones militaires et administratives, avec un secrétaire autonome à la tête de chacune. En 1973, les accords de Paris mettent fin à la guerre du Vietnam. Les Khmers rouges ne reconnaissent pas l'accord, tandis que les Viet Cong quittent le Cambodge, ce qui est ressenti comme une trahison pour l'Angkar. La lutte contre Lon Nol se poursuit. Ils sont désormais 60 000 à porter le krama, le foulard khmer. L'augmentation des effectifs et de l'armement permet de libérer les premières zones. Aussitôt, les Khmers rouges mettent en place un régime brutal. Cela passe par une collectivisation des campagnes et une abolition de la propriété privée. Les paysans sont regroupés dans des coopératives agricoles, qui sont en réalité des camps de travail. Le système repose sur la terreur. En 1975, les Américains suspendent l'aide financière et militaire au régime de Lon Nol, qui ne peut plus résister à l'avancée des Khmers rouges vers la capitale. Le 17 avril, ils entrent dans Phnom Penh sans qu'on leur oppose de résistance. Les dirigeants et l'armée ont déjà fui. La ville est à la merci de ces jeunes paysans qui n'ont connu de leur vie que la guerre et la violence. L'enthousiasme qui suit l'entrée des Khmers rouges dans la capitale est de très courte durée. L'évacuation forcée de Phnom Penh est aussitôt décidée, sous un prétexte mensonger. On fait croire aux habitants que les Américains vont lancer un raid aérien sur la ville. En quelques heures, près de 2 millions de personnes sont extirpées de leurs maisons et jetées sur les routes, sous une chaleur accablante. Phnom Penh est totalement vidée de ses habitants. Elles sont dirigées vers les coopératives. Les premiers massacres ont lieu sur le chemin.
Militaires, fonctionnaires et intellectuels de la République mère de Lon Nol sont abattus. Renommé Kampuchéa démocratique en 1976, le pays se dote d'une nouvelle constitution. Sihanouk est destitué et assigné à résidence. Toute sa famille est exécutée. Saloth Sar devient Premier ministre et prend le surnom de Pol Pot, mais reste toujours dans l'ombre. Ce n'est seulement qu'en 1977 qu'il se dévoile. Le régime est conditionné par l'idée de guerre totale contre les soi-disant ennemis extérieurs et intérieurs. Les dirigeants khmers expulsent les ressortissants étrangers, notamment 150 000 Vietnamiens, et ferment toutes les ambassades après la prise de Phnom Penh. Les frontières sont minées et des troupes placées au nord-est. Mais assez rapidement, des conflits internes entre les membres du parti, les secrétaires des provinces et les Khmers rouges formés au Vietnam, nommés Khmer Viet, éclatent. La paranoïa est au cœur du système. Ce que l'on nomme la 5e colonne, c'est-à-dire les infiltrés et saboteurs dissimulés au sein de l'État, provoque des purges internes. Par exemple, 2 des 3 fantômes, censés faire partie des dirigeants, disparaissent. Seul Khieu Saphang survit et devient même chef de l'État. Les suspects politiques sont envoyés à la prison de Tuol Sleng, un ancien lycée connu sous le nom de S21. Dirigé par Kongkek Le, plus connu sous le pseudonyme de Dush, ce système carcéral est effroyable. Les détenus sont attachés par les pieds et collés les uns aux autres. Torturés, ils doivent avouer des crimes inexistants et dénoncer des complices. Lorsqu'un nom est donné, l'ensemble de la famille est arrêté. Quand on arrache les herbes, il faut en extirper toutes les racines, selon Langkar. L'accusé est ensuite conduit à quelques kilomètres, dans un charnier surnommé aujourd'hui les Killing Fields. Il est exécuté à coups de barre dans la nuque, avant d'être égorgé, puis enterré dans des fosses. Les centres de ce type apparaissent partout dans le pays. Langkar souhaite la création d'un homme nouveau, tourné entièrement vers la collectivité et où toute individualité, voire même toute humanité, doit être supprimée. Les habitants sont divisés en 3 catégories. L'élite, constituée de la nouvelle administration et des guerriers historiques du mouvement. Le peuple ancien, considéré comme pur, formé des paysans qui étaient sous le contrôle des Khmers durant la guerre civile. Et enfin, le peuple nouveau, la population urbaine, suspecte, car contaminée par l'esprit et l'impérialisme bourgeois, et qu'il faut rééduquer. Les intellectuels sont considérés comme irrécupérables, taxés de porteurs de lunettes, pourchassés et exécutés sans relâche. Les minorités, comme la communauté Cham musulmane, est décimée. Les religions interdites. 60 000 moines bouddhistes sont tués. L'objectif est de créer une société égalitaire et communautaire, dans laquelle la notion de pureté est centrale. Les habitants travaillent 12 heures par jour, dans les champs, les usines ou les chantiers de terrassement. Il n'y a plus de liberté. Une police politique est créée, dirigée par Son Sen. La propriété privée et la monnaie sont abolies. Plus aucune trace de modernité subsiste. Radio, téléphone ou même machines à coudre et bicyclettes sont interdits. Seule la radio officielle du régime est diffusée et ne peut s'écouter que collectivement. Les lignes de communication sont coupées. De longues séances d'éducation et d'autocritique, un lavage de cerveau, sont imposées. Les familles sont séparées de leurs enfants, qui sont éduqués afin de dénoncer les ennemis de la révolution. Le mariage soumis à autorisation, et parfois forcé. C'est un système de déshumanisation absolue qui est érigé. La maigre portion de riz distribuée est de 50 grammes par jour, puis est remplacée par de la soupe, l'ensemble de la production risicole étant réquisitionnée. La famine est utilisée comme arme de guerre et provoque un nombre de décès effroyable. Des cas de cannibalisme sont rapportés. La faim pousse à la délation et à l'individualisme. Les soldats et petits cadres du parti, souvent très jeunes, font régner la terreur dans les camps de travail, exécutant selon leur humeur. En 4 ans, on estime à environ 2 millions le nombre de morts. Un génocide que certains qualifient même d'autogénocide. Les liens qui unissent la Chine et les Khmers inquiètent les Vietnamiens, qui se sont rapprochés de l'URSS, tandis que leurs relations avec l'Empire du Milieu se sont refroidies. Ils décident d'une première intervention militaire, de courte durée, en 1977. L'année suivante est marquée par une hausse des massacres et des menaces plus précises envers Hanoï, ce qui provoque une intervention plus franche des Vietnamiens. Les Cambodgiens qui souhaitent combattre le régime de Pol Pot se regroupent dans le Front uni national pour le salut du Kampuchéa.
En moins de 2 semaines, ils atteignent Phnom Penh. Tous les dirigeants de l'Angkar ont fui la ville pour la jungle, à la frontière thaïlandaise, où ils sont soutenus par le Premier ministre. Ils comptent poursuivre leur combat. Ieng Sary, frère numéro 3, est reçu à Pékin, qui continue de soutenir le mouvement. Pour punir les Vietnamiens d'être intervenus au Cambodge, la Chine envahit le Nord-Vietnam, mais échoue et retire ses troupes 1 mois plus tard. Un régime pro-vietnamien, la République populaire du Kampuchéa, est proclamé à Phnom Penh. Aucune épuration n'a lieu auprès des cadres et militaires Khmer Rouge. Au contraire, certains intègrent les nouveaux gouvernements successifs dans les années 80, comme si les crimes commis n'étaient pas de leur fait. Les populations qui ont échappé au massacre, affamées, se réfugient dans des camps à la frontière thaïlandaise. Malgré un tel déchaînement de violence, les Khmer Rouges vont encore exister pendant 20 ans. Seuls Pol Pot et Ieng Sary sont condamnés par contumace. Encore soutenus par la Chine, ils sont même reconnus par les Nations Unies comme gouvernement légitime du Cambodge jusqu'en 1993. Le contexte finissant de la guerre froide décide les puissances occidentales à soutenir les Khmers, plutôt que les Vietnamiens pro-soviétiques. Les États-Unis et le Royaume-Uni financent durant les années 80 la guérilla Khmer. Les combats continuent. L'indéboulonnable Sihanouk forme un gouvernement d'alliance avec les royalistes et ses anciens bourreaux, comme Son Sen ou Khieu Samphan, pour renverser le régime pro-vietnamien, qui de son côté fait également régner la terreur. Il va jusqu'à construire un mur de bambou de 800 km sur la frontière thaïlandaise, afin d'empêcher l'arrivée de résistants khmers venant des camps thaïlandais. Construction effectuée dans des conditions effroyables, provoquant la mort de 50 000 personnes. Chantier surnommé le Petit Génocide par les Cambodgiens. Il faut attendre la fin du soutien de l'URSS au Vietnam pour que la situation se débloque. En 1989, des pourparlers entre tous les partis sont engagés, qui aboutissent, en 1991, aux accords de Paris. Les factions doivent se désarmer et des élections libres organisées sous le contrôle des Nations Unies, mais les Khmers rouges violent le cessez-le-feu durant les années 90. Son Sen et Khieu Samphan rejoignent Pol Pot dans la jungle pour continuer leur lutte. La chute définitive du régime a lieu en 1997. Pol Pot fait assassiner Son Sen et toute sa famille, qu'il soupçonne de trahison, provoquant la peur de ses anciens proches, qui font arrêter Pol Pot. Un tribunal populaire le condamne à la prison à perpétuité. Frère numéro 1 meurt 1 an plus tard, au moment où les troupes cambodgiennes encerclent le dernier bastion des Khmers rouges. Les hauts cadres du régime se rendent ou sont rapidement arrêtés. Au nom de la réconciliation nationale, certains dirigeants bénéficient de grâce, comme Ieng Sary, Nuon Chea ou Khieu Samphan. D'autres, comme le Dush, sont incarcérés. En 2003, un tribunal spécial parrainé par les Nations Unies est créé pour juger les Khmers rouges. Mais les procédures traînent. Les dirigeants et juges cambodgiens, qui se sont compromis à un moment ou à un autre avec les Khmers rouges, bloquent le processus judiciaire. En 2007, les personnalités graciées sont arrêtées. En 2010, Dush, commandant de S-21, est le premier condamné pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ieng Sary meurt avant d'être jugé. Nuon Chea et Khieu Samphan sont reconnus coupables de crimes contre l'humanité en 2013 et de génocide sur les communautés religieuses et vietnamiennes 5 ans plus tard. Aucun n'a semblé éprouver de remords quant aux actes commis. Des excuses à demi-mot, sans doute pour alléger leurs sanctions, ce qui interroge sur ce régime où la barbarie était devenue banalité. Alors comment expliquer un tel déchaînement de violence chez les Khmers rouges ? Le régime réunit les aspects les plus extrémistes du communisme, stalinisme, maoïsme ou le juche, l'idéologie nord-coréenne. Une des caractéristiques les plus marquantes reste cette volonté de créer un homme nouveau, qui se doit d'être pur. Certains spécialistes évoquent un lien spirituel avec le bouddhisme, dans ce détachement total aux valeurs matérielles et à toute forme de désir, voire d'émotion. Aucune idéologie écrite, invoquant clairement une filiation avec d'autres courants ou un objectif à atteindre, n'existe. Les crimes du régime sont plus proches de la furie exterminatrice que d'un mal nécessaire à l'établissement d'une nouvelle société. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez acquérir cette illustration originale à tirage limité et signée par l'illustratrice Manon Potier, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Tipeee pour plus d'informations. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce vers le haut, à partager et à commenter. Évidemment, un énorme merci à tous les tipeurs et utipeurs qui soutiennent le développement de la chaîne.
Encore merci d'avoir visionné et à bientôt pour un nouvel épisode.